On accueille Renaud Evrard. Alors, c'est toujours un plaisir d'écouter Renaud, qui est pour moi un peu un grand historien de la psychologie et de la parapsychologie. Il trouve toujours des sujets, des écrits sur des thèmes qui me sont pourtant connus. Et bon, là, cette fois-ci, encore, il va me surprendre. J'étais obligé de prendre le dictionnaire pour les 3 termes que tu as utilisés. Et t'as trouvé quelque chose? Un petit peu. Il y a des choses... Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Donc, quand même, on va préciser que tu es enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, que tu as été le premier président de la Parapsychological Association. J'ai lu ça. Eh ben alors, qu'est-ce qu'ils disent dans Internet? Français, peut-être. Mais... Français, oui, pardon, excuse-moi. Et que tu es cofondateur du Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Ouais. Voilà. Je prends 3 secondes pour dire que plusieurs d'entre vous m'ont signalé qu'ils avaient un peu froid. Donc si vous avez bien écouté David dans sa présentation, c'est pas forcément la climatisation, mais je vous laisse là-dessus. Voilà. Si malgré tout c'était la clim, on essaiera de faire quelque chose. Je vais poser la question en tout cas. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, il y a cette question d'amener des termes. Alors, en fait, je viens à Paris pour essayer de convaincre l'Académie française de les ajouter vraiment dans le dictionnaire, parce qu'ils y sont pas à ma connaissance. Et c'est lié au fait qu'on a complètement oublié cette figure qu'est Frederick William Henry Myers, donc un savant britannique du 19e siècle, qui a cofondé la Société de recherche psychique de Londres, Society for Psychical Research en 1882, et qui est considérée comme une des premières sociétés de psychologie au monde. Myers, je vais le décrire un petit peu, puis je vais expliquer ce qu'il a essayé de faire. Donc c'est un fils de révérend qui lisait la Bible à 4 ans, normal. Et puis il était déjà très préoccupé par le sort de l'âme au-delà de la mort, et il faisait partie de cette frange de personnes de l'ère victorienne, très bien éduquées, dans une culture catholique, mais qui était également très critique finalement par rapport à tous ces dogmes religieux, et qui essayait de développer d'autres valeurs, et notamment en s'appuyant sur la science. Donc à 17 ans, il rentre au Trinity College de Cambridge, un peu comme un collège de France, et il en ressort 5 ans plus tard avec 2 diplômes, normal, en sciences morales et en lettres classiques. Et pour comprendre un petit peu vraiment la valeur en fait de ce chercheur, vous avez Charles Richer, qui a été un prix Nobel de médecine en France, qui disait que il y avait vraiment du génie chez Myers, et que c'était lui considérait que c'était son seul maître en la matière. Et pourtant, il est quasiment oublié aujourd'hui. Alors, il fait pas une carrière extraordinaire au niveau universitaire, parce qu'à 27 ans, il décide de pas faire ni de poésie ni de carrière académique, mais en fait de devenir un simple inspecteur des écoles, parce que c'est assez sympa, ça lui laisse plein de temps libre pour s'adonner à ses petits loisirs de chasse aux fantômes et de tests de médium. En fait, ce qui l'intéresse, c'est vraiment des choses un peu marginales, ce qu'il va appeler lui-même la psychologie hétérodoxe. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'en 1871, il tombe amoureux d'Annie Marshall, qui est la femme de son cousin, et donc c'est une relation qui va pas trop fonctionner, et qui connaît une fin assez dramatique. 5 ans plus tard, son mari est hospitalisé pour bipolarité, et elle se suicide dans un lac, et Myers se remettra pas du tout de cet amour effondré, c'est vraiment shakespearien, et bon, même s'il se résout à épouser Evelyn Tennant quelques années plus tard et avoir des enfants, il gardera cet amour secret, et puis dans chaque séance de médiumnité qu'il fera, il tentera en fait de voir s'il peut pas avoir des signes de ce qu'elle est devenue, Annie. Et donc il y a cette nostalgie émotionnelle, une quête infinie de la possibilité de la survivance qui va vraiment l'animer, et qui va l'amener à se confronter et à confronter le dogme spirit aux données empiriques. Et il va résulter de tout ça une œuvre qui est posthume, qui s'appelle Human Personality on its Survival of Bodily Death, qui fait 1360 pages, mais heureusement j'ai 20 minutes devant moi pour vous la présenter. Donc Myers, on le connaît aussi parce que avec ses compétences en lettres classiques, il a forgé un vocabulaire qui aujourd'hui dans le langage courant. Donc télépathie, ça vient de lui, mais c'est souvent confondu. Alors télépathie, c'est la sympathie à distance, c'est confondu avec la télesthésie, qu'il a également fondée, qui est la sensation vécue à distance. Mais il y a d'autres termes comme hypnopompique, on a peut-être oublié, mais ce fait d'avoir des images qui se produisent au moment où le sommeil se dissipe, c'est également de Myers. Donc cette génération victorienne, elle essaie
essaye finalement de cheminer entre le dogmatisme religieux chrétien et le renouveau matérialiste, et de trouver une voie un petit peu de passage. Monroe, l'historien, va parler des laboratoires de la foi, c'est-à-dire comment on peut fonder autrement ses croyances grâce à l'expérimentation scientifique. Et donc il y a un parcours comme ça assez sinueux, il y a vraiment une approche que Théodore Flournoy amène à distinguer entre une psychologie du subliminal qui a des excellents fondements scientifiques et tout un système philosophico-religieux qui se rajoute avec tout ça. Et donc ce système philosophico-religieux suppose l'existence d'une vie spirituelle dans un monde méta-éthérique, une sorte de tissu cosmique où les identités seraient immortelles. Et donc la télépathie, c'est pas juste une communication, une visite entre des centres nerveux différents, mais c'est un principe universel qui connecte toutes les âmes dans un espace transcendant auquel notre esprit pourrait déjà accéder, une sorte d'au-delà qui est déjà en nous, à l'image de ce que va devenir plus tard chez Jung l'inconscient collectif, et ça permettrait d'expliquer l'efficacité de la prière, la communion des saints, certaines doctrines religieuses. Et donc voilà, tout ce qui va amener du côté de la télépathie est aussi fondateur de tout un système d'interprétation du monde, qui vient aussi dire que l'esprit n'est pas contenu dans le cerveau. Donc je vais passer en revue juste quelques points finalement de tout ce qui a comme intérêt à relire Myers. C'est donc le premier mot que je vous propose, c'est transliminal. Transliminal, liminal, ça vient de limen, qui veut dire seuil. Et en fait, Myers définit deux formes de conscience, une en dessous du seuil subliminal et une au-dessus du seuil supraliminal. Et en fait, c'est tout un contexte fin 19e siècle où il y a des mots comme ça qui vont être créés comme subconscient, inconscient. Vous avez également chez De Soir le double jeu, Doppel-Ich. Mais en fait, le précurseur de tout ça, c'est Myers. C'est Myers qui, même si ça flottait dans l'air et que ça fait des générations qu'il y avait des gens qui discutaient en fait de ces sujets, c'est ce que dit Théodore Flournoy, sous des formes diverses, c'est cependant le génie de Myers qui a donné à cette idée son expression actuellement la plus parfaite et la plus fouillée. Il dit ça en 1903, au moment de la mort de Myers. Et il enchaîne, il explique, sa théorie l'emporte sur toutes ses congénères, à ma connaissance, par son ampleur, et le champ qu'elle laisse ouvert à des possibilités éventuelles non encore réalisées, en sorte que même à ceux qui ne lui attribueraient aucune vérité en soi, elle offre du moins les avantages inappréciables d'un schéma suffisamment extensible pour embrasser à l'occasion nombre de faits nouveaux qui ne trouvent point de place dans les théories scientifiques courantes et qui détonnent comme des intrus dont on ne sait que faire. Et pour aller dans le sens de son argument, il va l'illustrer, et un des exemples qu'il donne, c'est par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui la lucidité terminale, et qui était déjà constatée à l'époque, mais qui ne trouvait aucune place dans les modèles de l'esprit. Vous avez quand même un grand promoteur de Myers, qui est William James, et là on pourrait se dire c'est quand même étonnant, parce que William James est reconnu comme un des pères de la psychologie américaine ou en général, et considérait que la question la plus fondamentale de la psychologie était de savoir précisément ce qui constituait le subliminal, et comme ça venait de Myers, il a appelé ça le problème de Myers. Et donc c'était ça qu'il mettait comme projet gigantesque pour le monde de la psychologie, et il disait que Myers avait déjà apporté énormément d'éléments, puisque dans cet énorme livre et dans toute une série d'articles, il crée des séries naturelles, un peu comme Darwin, un peu comme d'autres chercheurs, avec des transitions assez géniales qui vont du pathologique au normal et au paranormal, et James dit sans discontinuité dans son argumentation. Donc on comprend, on peut trouver des liens entre des phénomènes qui auparavant étaient complètement éclatés. Mais James, en dépit de son admiration, émet quelques réserves sur l'état de la question laissée par Myers, parce que son système conceptuel laisse quelques zones d'ombre, c'est pas philosophiquement absolument parfait, et puis il y a peut-être des généralisations assez hâtives sur des références empiriques qu'il est capable parfois de donner. Donc je vais essayer à mon tour de clarifier les choses. Je suis pas forcément tout seul dans cette entreprise, puisque en 2007, des chercheurs de l'université de Virginia et également de l'Institut Esalen en Californie ont publié un ouvrage qui s'appelle Irreducible Mind, qui est un gros ouvrage de 700 pages, qui essaye de montrer la valeur des travaux de James et de Myers à la lumière des connaissances actuelles, notamment en neurosciences. Et il remarque un point, c'est que il y a un souci sur ce qui correspond au soi subliminal, au subliminal self chez Myers, qui désigne en fait deux choses tout à fait différentes, et donc ils vont utiliser une sorte de astuce graphique pour les distinguer. Ça vient désigner notre individualité. Le subliminal self, c'est un soi complet, permanent, englobant, et donc on va l'écrire avec des majuscules.
Mais chez Myers, on a ce soi-là, cette unité qui est maintenue, mais on a aussi de nombreuses personnalités transitoires qui sont formées par des chaînes de souvenirs, plus ou moins complètes, qui sont des subliminal selves au pluriel. D'ailleurs, j'aurais dû écrire VES, j'ai fait une faute. Et donc là, on l'écrit plutôt avec des minuscules. Donc notre personnalité actuelle, ordinaire, que nous considérons comme comme le tout de ce que nous sommes, ne serait en fait qu'un fragment emprunté à ce réservoir gigantesque de personnalités potentielles qu'il y a en nous. Et donc Myers propose une sorte de renversement de l'ordre qu'on donne à la psychologie, comme tout à l'heure David disait bien, cette théorie du soi un petit peu qu'on traîne comme ça naïvement, et Myers dit, tandis que la psychologie ordinaire voit dans la vie supraliminale la manifestation de la personnalité normale et substantive, dont la vie subliminale constituerait ou le substratum demi-conscient ou une marge à moitié éclairée, ou enfin une excroissance morbide, je considère, moi, la vie supraliminale comme un cas privilégié de la personnalité, comme une phase spéciale dont l'étude nous est facile, simplifiée, qu'elle est par la conscience nette que nous avons de ce qui s'y passe, mais qui serait loin d'apparaître comme la phase centrale ou prédominante s'il nous était possible d'embrasser d'un coup d'œil d'ensemble la totalité de notre existence. Donc, effectivement, je vous propose de visualiser un petit peu ce que présente Myers. Et ce qui posait problème à James, c'est que notamment, Myers explique que caché au fond de notre être se trouve un tas d'ordures, ainsi qu'une salle au trésor. Donc il y a vraiment cette bivalence de côté positif et négatif. Il y a effectivement de la folie dans cette zone-là, il y a aussi du génie dans cette zone-là, et il explique pas bien à ce moment-là comment on fait tenir tout ensemble et quels sont les processus qui régissent tout ça. Mais la présentation que je vous fais là de Myers, qui se présente ainsi, avec le supraliminal en dessous, une frontière qui le sépare du subliminal, ne correspond pas, en fait, à ce que décrit Myers, et lui-même n'est pas satisfait de cette présentation graphique. Bon, il l'a pas vu, mais c'est très réducteur, en fait, comme façon de présenter les choses. Puisqu'en gros, l'idée, c'est qu'il y a vraiment une sorte de supraliminal. Parfois, il va parler d'extraliminal ou d'ultraliminal. Et donc, il y aurait une sorte de domaine supérieur qui ne figure pas dans ce schéma. Et donc, là, on n'a pas le compte. Et puis, surtout, c'est ce schéma qui est repris ensuite. Vous allez avoir la même chose avec le format de l'iceberg de Freud, la théorie des fonctions hiérarchiques chez Egling-Jackson. Vous allez avoir la même chose chez Janet avec les fonctions supérieures de la conscience, etc. Ou chez Wundt, ou chez d'autres, chez Grasset. Tout ça, c'est très hiérarchisé. En gros, la conscience, c'est le bien, la conscience, c'est le mal. Et Myers dit, c'est pas du tout le cas. En fait, pour lui, en fait, ces subliminal et supraminal sont des statuts de la conscience, des courants qui non seulement coopèrent, mais alternent. Et il va dire de sorte que ce qui se trouvait au-dessous de la surface peut arriver à la surface et s'y maintenir d'une façon provisoire ou permanente. Donc ce schéma, trop hiérarchique, ne fonctionne pas. Du coup, bon, ce que j'ai appelé une topique mayersienne, j'en propose très rapidement une seconde, je fais juste un point. Myers va essayer de définir très très simplement la conscience pour que ce soit utile à son propos, et il va dire est conscient ce qui est potentiellement mémorisable. De cette manière, ce qui figure du côté du supraliminal n'est pas le tout de la conscience, et vous avez aussi cette idée que c'est pas la complexité d'une opération mentale, d'un processus, qui la fait consciente. Vous avez des opérations très intelligentes qui échappent à l'attention vigile. Du coup, pour lui, c'est un non-sens. Il est contemporain de Janet, et il lui dit, ça va pas du tout ce que tu fais, bonhomme. Le subconscient ou l'inconscient, il introduit d'ailleurs Freud en Angleterre, il dit, c'est intéressant, vous travaillez sur des choses intéressantes, mais les concepts que vous amenez ne fonctionnent pas, puisqu'en fait, ça n'échappe pas complètement aux possibilités de remémoration. Par exemple, effectivement, sous hypnose, on peut avoir une amnésie totale de ce qu'on a fait, sauf si on nous dit de nous souvenir de ce qu'on a fait sous hypnose, des automatismes, etc. Donc, en fait, c'est pas totalement, ça n'échappe pas totalement à la conscience. Pour lui, l'esprit est donc comme une sorte d'interaction complexe, fluctuante, en perpétuelle évolution entre des éléments et des processus subliminaux et supraluminaux, et se base en cela sur le modèle jacksonien donc Egling-Jackson, d'une hiérarchie dynamique de fonctions, qui devient la base de son modèle de personnalité. Et pour l'anecdote, son frère Arthur Myers était un grand épileptique, et son médecin était Egling-Jackson.
Donc, il va proposer une autre métaphore pour penser son modèle, et comme il s'intéresse énormément à la physique, il y a son ami William Barrett avec qui il discute de spectroscopie, du spectre de la lumière, et finalement, on découvre à ce moment-là, les rayons X et un certain nombre de nouvelles formes de rayons invisibles, et il se dit, mais là, ce qu'on appelle la conscience ou le supraliminal, c'est vraiment qu'un segment de lumière visible sur l'ensemble du spectre, et à gauche, vous avez une partie qui est l'infrarouge, grosso modo, et l'autre partie, vous avez l'ultraviolet, et en fait, est-ce que la conscience ne serait pas disposée selon un spectre tout à fait similaire? Et donc, sur la base de ce modèle, je vous propose une autre présentation de ce que décrit Myers, qui est l'idée qu'au lieu d'un découpage en surface-profondeur, on a un découpage centre-périphérie. Et donc on peut corriger aussi la terminologie de Myers, je me permets de faire ça, mais bon, enfin voilà, c'est un peu ambitieux. On va appeler transliminal tout ce qui excède le seuil, et infraliminal tout ce qui reste à l'intérieur du seuil de ce segment-là. Donc on va parler de cette frontière. Et donc les propriétés du transliminal, j'en donne quelques-unes comme ça que Myers décrit, il dit c'est étonnant, on voit très bien que dans le transliminal, on a davantage de matériaux symboliques que langagiers qui fonctionnent. Quelque chose qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. On se rend compte aussi que quand on est dans le transliminal, on a un contrôle plus étroit sur le psychosomatique, les fonctions organiques, et aussi sur le spirituel, voire le super normal, comme il dit. Et donc cette plasticité interne plus grande nous permet de modifier la personnalité, mais aussi des problèmes physiques, etc., etc. Donc quand on fait une cérémonie qui permet ensuite de manger du verre et de se transpercer, etc., c'est parce qu'on atteint des fonctions organiques auxquelles la conscience vigile habituelle n'a pas forcément accès, mais quand on est thérapeute et qu'on va chercher les états non ordinaires de conscience pour soigner, comme l'a dit Antoine ce matin, c'est aussi parce que cette plasticité interne, elle est beaucoup plus flagrante et on voit très bien comment ça fonctionne de pair avec le changement. Et donc, il traduit ça comme ça, c'est l'état somnambulique, finalement cet état subliminal, paraît en effet impliquer deux facultés complètement différentes, la faculté autocurative et la faculté télesthésique, c'est-à-dire un rétablissement corporel plus complet et une activité spirituelle plus indépendante. L'esprit devient ainsi plus capable soit d'attirer de l'énergie méta-éthérée, bon là c'est vraiment le vocabulaire, vers l'organisme, soit d'agir indépendamment de l'organisme. Donc c'est quelque chose d'intéressant, comme si finalement avec ces trans on atteignait beaucoup plus une ontologie, une proximité avec le réel de la matière vivante et inerte. Et puis, il propose aussi des subdivisions, et donc là, on comprend beaucoup mieux pourquoi il y a un tas d'ordures et également une salle au trésor, c'est qu'il y a une sorte de transliminal inférieur et un autre supérieur, et donc tout ce qui est du côté infrarouge, si vous m'avez bien suivi, ce sont des processus qui sont dits dissolutifs, qu'on retrouve chez Jackson, et de l'autre côté, vous avez des processus évolutifs, des processus qui sont finalement pas encore très bien intégrés dans notre humanité, mais la vision de Myers, c'est qu'il y a un progrès possible et qu'on a déjà peut-être des éclairs, des fragments de temps en temps d'accès à ces capacités, soit géniales, soit télépathiques, paranormales, etc. Donc les processus dissolutifs, c'est tous ceux où la conscience disparaît dans les processus organiques, finalement ça se psychosomatise, et les processus évolutifs, c'est tous ceux où toutes ces capacités mentales qui restent latentes, car elles n'ont pas encore émergé au niveau supraliminal, qu'on peut dire infraliminal chez moi, à travers des processus d'adaptation évolutive. En fait, l'idée de Myers, c'est que l'infraliminal, c'est adaptatif, c'est ce dont on a besoin au moment présent, mon organisme en a besoin, ma personnalité finalement est tout à fait paramétrée pour coïncider avec un réel, pour que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est ma seule personnalité, c'est la personnalité qui aujourd'hui correspond à mon environnement. Donc il y a cette vision très évolutive, et puis il propose un certain nombre de subdivisions. Alors, je passe un peu à la postérité de ce transliminal, pourquoi on n'en a jamais entendu parler normalement. James, lui, il utilise le modèle de Myers quand il fait la psychologie des expériences religieuses. Il va parler de ces frontières qui peuvent être poreuses, percées, de ces différences individuelles, ce qui fait qu'on n'est pas tous aussi sensibles, hypersensibles, hyposensibles à tous ces domaines-là. Et il dit, bon, si vous voulez vous débarrasser des problèmes de vocabulaire, vous appelez région A le niveau de conscience qui est pleinement éclairé par l'attention vigile, et région B le reste. Et
malgré tout, avec ça, on a un modèle qui est assez fonctionnel et qui lui permet en fait de rendre compte de certaines fuites d'un passage d'une région à une autre. Cette notion de fuite transliminale est reprise quelques années plus tard dans un contexte de recherche en parapsychologie. Des chercheurs essayent d'expliquer le mécanisme de la télépathie en disant que c'est finalement comme si deux régions subliminales se connectaient l'une avec l'autre. Bon, voilà, en tout cas, c'est un usage du terme. Et puis après, vous voyez, entre 1909 et 1991, rien. Et donc ça, c'est très étonnant, moyennement. Bon, il y a eu tout un reflux de la parapsychologie. Et on redécouvre, dans une approche plus psychométrique, pour mesurer des caractéristiques de la pensée ou du fonctionnement humain, Hartmann, qui sort de nulle part et n'a jamais lu Myers, et va parler des frontières psychiques, et va proposer un questionnaire pour mesurer ces frontières. Dans le même temps, en parallèle, un autre chercheur en parapsychologie, lui aussi, plutôt par hasard, et sans avoir vraiment fait son travail de lire Myers, va développer le concept de transliminalité qui se retrouve comme à une convergence de plein de facteurs, c'est-à-dire l'absorption, l'hypnotisabilité, la suggestibilité, la tendance à avoir des expériences bipolaires, des expériences mystiques, des expériences paranormales, etc., etc. Tout ça, il y a un facteur qui, dans les résultats des questionnaires, permet de séparer les groupes, c'est ce qu'il va appeler la transliminalité. Et il va en proposer au fur et à mesure des révisions de son modèle une définition plutôt simplifiée qui dit la transliminalité réside dans une hypersensibilité au matériel psychologique provenant aussi bien de l'inconscient, donc de l'intérieur, que de l'extérieur, de l'environnement externe, et ce matériel peut être composé de tout ce que vous voulez, du langage figuré, d'idéation, d'affect, de percept. En gros, ça circule. Il y a des gens chez qui ça circule plus que d'autres. Et là, c'est intéressant, le concept de transliminalité reprend du poil de la bête. Vous avez Gordon Claridge, qui est un psychologue, anglais très intéressant, qui bosse sur la schizotypie, et au lieu de parler de façon très stigmatisante de ces gens qui ont des tendances à avoir des expériences paranormales et des croyances inhabituelles, avec parfois des difficultés à vivre avec tout ça, à l'interpréter, ils préfèrent parler de transliminal dans leur cas à eux. C'est comme s'ils seraient en gros hypersensibles plutôt que malades. Et vous avez une psychologue transpersonnelle qui s'appelle Isabelle Clarke, également anglaise, qui va vraiment essayer de déployer ce concept de transliminal pour faire le lien entre le spirituel, la pathologie et le paranormal. J'arrive à mon deuxième mot que vous avez à connaître la définition à la fin de cet exposé, et c'est le mot de psychoscope. Donc le mot de psychoscope, c'est encore du Myers, évidemment. Il fait des travaux sur l'écriture automatique en 1885, et c'est pas connu de tout le monde, visiblement. Et donc, son idée, qu'il lui suggérait, c'est que, en fait, le terme de psychoscope, c'est tout instrument qui révèle une impulsion motrice ou une impulsion sensorielle subliminale. Bon, c'est son vocabulaire. On peut le dire autrement, c'est tout dispositif qui permet l'émergence des automatismes moteurs ou sensoriels. Et donc là, on va pouvoir ranger plein d'outils qui sont très intéressants pour les chercheurs de l'époque en sciences psychiques, et des outils comme effectivement l'écriture automatique, mais l'hypnose, la vision dans le cristal, les trans de médiumnité, l'utilisation de drogue, le rêve, etc., etc. Tout ça, en fait, ça nous donne accès à bien plus que le seul segment infraliminal, et donc c'est très intéressant pour vraiment comprendre de quoi est fait l'esprit. Et donc, Myers, qui est vraiment parmi les pionniers finalement de la psychologie globalement, va dire, mais c'est la méthode psychoscopique qu'il nous faut développer pour développer la science psychologique. C'est l'approche expérimentale par excellence de la personnalité humaine, ce à quoi dira James, il a tout à fait raison. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut étudier les états seconds par la méthode psychoscopique. C'est pas du tout ce qu'on va faire, vous avez compris. Donc, Myers se plaint d'ailleurs qu'il y a tout un courant de psychologues, notamment du côté de l'école allemande de Wundt, etc., qui sont sur les chronoscopes, qui sont sur des emprunts de méthodes vraiment importées d'autres disciplines, étrangères à l'objet qu'est l'esprit, plutôt que de développer des méthodes originales qui rentrent en interaction avec ce qui se passe, et qui ont malheureusement le problème de, selon Myers, de photographier la forteresse psychique de l'extérieur. C'est sympa, ça donne une image, mais on comprend absolument pas ce qui se passe. C'est du behaviorisme avant l'heure, et les mots de Myers, c'est de dire, vous êtes gentils, mais vous êtes des mineurs de surface, alors que les psychistes, eux, entreprennent une sorte de minage en profondeur qui est plus risqué, plus difficile, mais rudement plus intéressant, qui nous permet de toucher vraiment l'intimité de ces processus psychiques. Et donc, les psychoscopes peuvent être
expérimentaux. Myers, c'est aussi un pionnier de l'hypnose expérimentale, de l'écriture automatique, de la vision non cristal, j'ai tout dit, tout ça, des moyens artificiels qu'ils ont déployés et sur lesquels ils ont excellé, mais les psychoscopes naturels sont très intéressants, et donc, avant Freud, Myers dit, mais il faut s'intéresser au sommeil et au rêve, pas seulement pour interpréter leur contenu, etc., mais il y a des processus, il y a un langage symbolique, il y a énormément, en fait, à comprendre du fonctionnement psychique via cela. Je crois que ça n'a pas été fait à ce point-là. Donc, j'essaie de pas trop me perdre. Donc, les automatismes qui sont dans l'essence même des psychoscopes, Myers va les définir comme des messages que le moi subliminal adresse au moi supraliminal, comme des efforts, conscients ou non, émanant des couches profondes de nos personnalités et destinés à présenter à la pensée ordinaire de l'état de veille des fragments de connaissances que la pensée éveillée est impuissante à atteindre. Donc des automatismes, il précise bien, peuvent venir du transliminal inférieur comme supérieur. Ce n'est pas que une sorte d'émanation de retour du refoulé pathologique. C'est aussi avec cet outil-là qu'il essaie d'expliquer l'inspiration créatrice, le génie et un certain nombre de phénomènes paranormaux comme la télépathie ou des choses comme ça. Et donc, il va détailler des automatismes moteurs, des automatismes sensoriels. Donc, les automatismes sensoriels, c'est des produits des sens extériorisés de façon à revêtir le caractère de quasi-perception. On vient de parler pendant une heure d'hallucination. Vous comprenez cette idée. Et puis, les automatismes moteurs, ce sont des actions intelligentes organisées sans le concours de la conscience de veille, mais malgré tout qui viennent de nous. Et donc il va s'intéresser aux personnalités secondes, aux rêves, aux parler aux trans, aux jaillissements d'inspiration, etc., etc. Et pour lui, tous ces automatismes dont il fait la série, dont il fait l'analyse complète, ne sont pas nécessairement pathologiques, contrairement à Janet, avec qui il est en contradiction très forte là-dessus. Et puis d'ailleurs, ces messages qui viennent par les automatismes peuvent être tout à fait utiles à l'esprit conscient sous forme de conseils, d'avertissements, qu'on appelle des monitions ou des intuitions aujourd'hui. Donc, ce qui va l'intéresser, c'est cette notion de perméabilité psychique, en gros, comment ça se fait que ça passe d'un côté ou de l'autre, comment ça fait ces mixtures, comment ça se fait finalement que l'infraliminal a très peu de contrôle sur tout ce qui est psychosomatique et tout ce qui est paranormal, alors que ces automatismes, ces trans, nous amènent justement à développer des compétences qu'on pensait peut-être pas pouvoir atteindre, comme l'insensibilité à la douleur qu'on peut faire jaillir par une transe. Donc, dans cette vision avec un centre et une périphérie, on peut réinterpréter la notion de dissociation comme une sorte de processus centripète, donc qui va vers le centre, qui conduit du matériel depuis le transliminal vers l'infraliminal, et inversement, l'attention, la contemplation consciente peut être une sorte de processus centrifuge qui éclaire des zones du transliminal par une sorte d'extension, de contraction, de décalage, d'appel au souvenir, etc. Et avec cette vision-là, finalement, on a une perception de l'esprit, une représentation où il y a des perpétuels échanges, des fluctuations de frontières. C'est une séparation qui n'est pas rigide, qui n'est pas constante, ce n'est pas étanche, ce n'est pas infranchissable. Il y a des parties de notre être qui sont constamment en train de se combiner. Et donc, Myers dit, il y a toujours de la dissociation. On parle de trans, mais en fait, il y a toujours de la dissociation, il y a toujours de l'attention. Et au niveau individuel, quand on se pose comme individu, eh bien, en fait, on est un mélange de toutes nos sous-personnalités, de notre personnalité globale. En gros, Myers dit, la personnalité de chacun d'entre nous est dans un état constant d'équilibrage dynamique. Voilà, une vision qui est déjà hyper moderne, qu'on pourrait retrouver dans des écrits de cybernétique des années 1980. Donc vraiment cette idée que toutes les modifications de la conscience résultent d'une instabilité, d'une perméabilité des frontières psychologiques entre processus infraliminaux et transliminaux. Flournoy va montrer finalement que y a des images qu'apporte Myers grâce à son modèle qui sont finalement assez lisibles, assez pertinentes. Il dit l'hystérie, en fait, c'est des gens qui ont de façon excessive une perméabilité de ce qu'il va appeler le diaphragme psychique. C'est juste une image, mais en gros, là où ils respirent, où leur moi respire, finalement, ça respire un peu trop, ça respire trop fort, il y a des choses qui passent, et ils n'arrivent pas à le contrôler. Le génie, par contre, ce serait un jaillissement subliminal d'une faculté utile. Voilà, on trouve la solution à un problème qui
c'est résolu ailleurs que dans notre conscience. Pareillement, la suggestion, il vient même à Nancy et à Paris l'étudier, c'est un appel réussi au soi subliminal. On va aller activer une partie du soi subliminal qui a la solution à un problème, qui est capable de guérir tel ou tel souci, etc. Je m'arrête pour le psychoscope et j'arrive à mon dernier mot, mythopoïétique, celui-là vous le prononcez d'une traite. Donc c'est un adjectif et en fait Henri Hélène Berger, qui a fait l'histoire finalement de ce qu'il va appeler la première psychiatrie dynamique avec Janet, Freud, Jung, etc., va dire que vraiment ça dégage, à cette période-là, on dégage 4 fonctions de l'inconscient, dont une qui est la fonction mythopoïétique et qu'on doit à Myers. Mythopoïétique, ça vient signifier littéralement producteur de mythes, myth-making d'une certaine façon, et c'est cette fabrication continue de fiction, de mythes, souvent inconscientes, qu'on voit figurer dans le rêve, puisque nos rêves sont déjà des scénarios hollywoodiens toute la nuit, mais qui peut également s'exprimer lors de rêves éveillés, d'hypnose, de somnambulisme, de possession, de transmédiumnique, de mythomanie, d'hystérie, de délire, et vous voyez que cette série va du plus pathologique au plus paranormal également. Et donc, Myers s'étonnait, avec les médiums qu'il testait, de la fréquence de ces romans subliminaux, de ces histoires toutes complètes qui figuraient très bien dans des livres, mais qui jaillissent comme ça d'esprits qu'on soupçonnerait pas de telle capacité. Et pour ces gens qui, par exemple, vont vivre une vie antérieure ou vont avoir accès à une autre personnalité, Marie-Antoinette ou quoi que ce soit, c'est plus vrai de nature, quoi. S'ils ont été pendus dans une autre vie, c'est extrêmement réaliste pour eux. Et donc, en dépit de cette source imaginaire qu'on soupçonne, nous, à l'extérieur, ce mythe peut embarquer celui qui le traverse. Donc, on est dans un vécu mythique, selon Michel Boccara, l'anthropologue, mais également les gens qui entendent ces révélations peuvent tout à fait être convaincus de leur réalité, de ce qu'il y a derrière. Donc ça dépasse le simple registre imaginaire, c'est un imaginaire qui transforme la réalité, et c'est une fonction qui possède une sorte de puissance mystificatrice. Quand on dit comme ça, c'est assez connoté négativement, mais c'est ce que Hélène Berger amène. Il dit, mais Freud est passé complètement à côté de ça, alors qu'il l'avait sous les yeux. Dans un sens, il dit, il y a 18 patientes qui ont dit à Freud, lors de ses premières séances, qu'elles ont été séduites par leur père et qu'elles auraient été victimes d'abus, etc. Et en fait, Freud, à un moment, se dit, mais en fait, ça tient pas la route, ça fonctionne trop bien. Et là, ce qui est peut-être en jeu, d'après Hélène Berger, c'est cet inconscient mythopoïétique contre lequel Freud n'aurait pas été suffisamment prévenu et qui crée des auto-mystifications au niveau d'une séance, au niveau d'une personne, mais peut-être au niveau d'un corps de doctrine. Je suis en train de saboter la psychanalyse quand je dis ça, mais en gros, c'est Hélène Berger que je cite, une sorte de mystification collective incarnée dans la doctrine psychanalytique, du moins pendant un certain temps, le temps que Freud renonce à sa neurotica et reconnaisse son erreur. Voilà. Mais c'est dommage parce qu'il y a quelque chose derrière cette fonction mythopoïétique super intéressante qui est complètement tombée à la trappe en désuétude comme tout ce que je raconte depuis le début. Et Hélène Berger dit « On a perdu de vue l'importance capitale de cette redoutable puissance mystificatrice qui engendra les épidémies de démonomanie, on en a parlé juste avant avec Huxley, les psychoses collectives des sorcières, les révélations des spirites, les prétendues réincarnations des médiums, les élucubrations de l'écriture automatique, et on va faire ça tout à l'heure, les mirages qui leurrèrent des générations de magnétiseurs et d'hypnotiseurs, et l'innombrable diversité des romans de l'imagination subliminale. » Par la suite, vous savez peut-être, Hélène Berger va beaucoup s'intéresser à l'ethnopsychiatrie, au culte du cargo, au mouvement de libération mythique, et à voir comment un mythe devient un élément de changement de la réalité, de transformation de la réalité. Et là, je voulais vous faire une liste en vrac, parce que le temps me manquera, et puis peut-être vous aurez d'autres inspirations. Où est-ce qu'est la fonction mythopoïétique, si elle existe véritablement aujourd'hui? Moi, je la retrouve dans des récits d'enlèvement par les extraterrestres, qui sont d'une richesse de détails, d'un vécu extrêmement réaliste et très puissant. De même, lors des expériences de mort imminente, les scénarios de survie qui amènent dans d'autres dimensions portent ce grain-là d'un mythe instantané extrêmement riche et porteur d'avenir et de projets. Les souvenirs de vie antérieure induits, pas les spontanés, je ferai un petit détail là-dessus, je suis pas sûr. Les personnalités multiples, sans dire que ça n'existe pas, mais ça existe dans ce cadre-là. Des faux souvenirs. On a parlé encore tout à l'heure au repas de la rêverie inadaptée, du shifting. Bonjour Colline. C'est vraiment des pratiques qui amènent aussi à
à puiser dans cet imaginaire, les mouvements de libération mythique dont je parlais, et puis il y a des hypnotiseurs dans la salle, vous utilisez la métaphore, je trouve que d'ailleurs c'est un peu pauvre comme terme, vous faites beaucoup plus que ça, et est-ce que vous n'êtes pas en train justement de jouer avec cette fonction mythopoïétique, l'imagination active en thérapie, etc., etc. Et je conclus en disant que finalement avec Mayer, on a la possibilité vraiment d'avoir une sorte de boulevard de recherche un peu inexploité depuis 140 ans, explorer le transliminal, qui serait une sorte de vaste étendue complètement ignorée du psychisme, quand on voit que finalement la plupart des outils qu'on a en psychologie se centrent sur le segment infraliminal, où on doit donner des réponses conscientes à un questionnaire, etc., alors que bon, il y a peut-être des tests projectifs qui permettent d'explorer davantage, mais on voit qu'on ne traite pas tout du psychisme. Les psychoscopes, du coup, devraient être des outils véritablement appropriés à la science psychique. Aujourd'hui, ils sont regardés comme moins rigoureux, moins pertinents, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Et puis, on peut peut-être rechercher, entre autres, cette fonction mythopoïétique, cette capacité de l'esprit à transformer de l'imaginaire en réalité. Et je vous remercie. Merci beaucoup à toi. Dans mes petites recherches, j'étais tombé sur Thébourne aussi. Il y a une question qui est un peu délicate autour de la transliminalité, c'est qu'elle est aussi fortement corrélée, d'après ce que j'ai lu, au psychotisme. Donc du coup, la frontière... Oui, mais exactement. Et c'est là que c'est intéressant. Moi, en tant que psychologue clinicien, je dirais que... Et puis, il y en a d'autres qui disent ça. Quand on travaille avec la psychose, quand on travaille finalement avec toute forme de pathologie, on a dit on aimerait bien faire des discernements très précis de quand c'est du pathologique et quand c'est du paranormal ou autre chose. Eh bien, en fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai consacré ma thèse à ce sujet et j'ai absolument pas trouvé de critères fiables pour vraiment faire le tri. Et je me dis, les modèles anglais, américains sur psychose et spiritualité sont plutôt à dire il y a une zone grise. Il y a une zone grise exploitable finalement, puisqu'on peut peut-être soutenir cette capacité de l'esprit à trouver des ressources dans l'imaginaire, que ce soit aussi des délires et des hallucinations, qu'on voit comme vraiment des dangers pour notre réalité, mais en réalité qui sont des tentatives autothérapeutiques, dirait Freud, pour traiter le psychisme. Voilà. Encore merci. Ouais.